Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Tout ce qui se passe en ce moment est une forme de pièce de théâtre. Le gouvernement, même l'ensemble des partis, a très bien compris qu'il y avait un problème de justice fiscale. Vous êtes incité à ne pas travailler. En réalité, si vous placez juste le patrimoine, que vous ne touchez pas, vous allez être plus riche que si vous travaillez. De l'autre côté, vous avez une grosse partie de la population, la majorité, qui, elle, travaille comme des fous, mais ne peut pas avoir accès à la propriété privée. La fiscalité, elle corrige, mais plus il y aura des inégalités, plus elle sera difficile à mettre en place, la fiscalité, parce que les gens s'y opposent, ceux qui en profitent. Ils sont peu nombreux, mais ils ont des moyens financiers. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça et on en a du travail. Le média est en pleine riposte. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en pavouant le pluralisme. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous, alors signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, c'est la lutte sur la fiscalité à l'Assemblée nationale où le budget pour 2026 est examiné au sein de l'hémicycle. On va aller fouiller tout ça, c'est parti. LFI vote avec le RN pour dépouiller les riches et les entreprises. La bataille sur la fiscalité est au cœur des débats à l'Assemblée nationale et tout le monde y va de sa petite analyse. Alors nous, on va détricoter tout ça. Tout d'abord, comment ne pas parler de la taxe Zuckman, Sans surprise, cet impôt de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros a été rejeté par les macronistes, la droite et l'extrême droite. Même une version allégée proposée par le PS, c'est pas passé. Toi Thomas, en tant qu'économiste, tu voyais beaucoup d'avantages dans cette taxe ? Oui, je voyais beaucoup d'avantages et je pense que même si cette taxe n'est pas passée à l'Assemblée, Gabriel Zuckman a gagné la bataille de l'opinion. Il a très clairement gagné la bataille de l'opinion parce qu'il a montré qu'en France, il y avait finalement à la pointe très haute des revenus, des milliardaires qui avaient une pression fiscale inférieure aux millionnaires. Et qu'il fallait une taxe la plus large possible, avec une assiette la plus grande, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte tous les patrimoines professionnels, personnels, pour que ce soit efficace. Parce que dès qu'il y a une taxe qui cible quelque chose, vous avez des vases communicants, de l'ingénierie fiscale qui permet d'échapper, de baisser la fiscalité là où il y a la taxe et d'aller ailleurs. Donc sa taxe avait quelque chose finalement de simple mais d'assez intelligent, c'est qu'elle ne présentait aucun échappatoire et que tout le monde devait la payer. Donc même si ça n'a pas été voté au Parlement, même si à mon avis Zuckman, le terme, on peut mettre même super light Zuckman, à partir du moment où il y a Zuckman, personne ne voudra la voter, il a quand même gagné au fond la bataille de l'opinion publique qui est la plus importante. L'argument phare pour s'opposer à cette taxe, qui est partagé que ce soit par les macronistes ou par l'extrême droite, c'est que ça va faire fuir les riches et donc les investisseurs, parce que dans leur vision des choses, les riches sont investisseurs, ça encore c'est aussi autre chose à déconstruire, que c'est une taxe inefficace, que ça va freiner l'économie. Est-ce que toi tu les entends ces arguments ? En fait, non, je les entends pas. Alors c'est vrai que on ne peut pas écarter d'un revers de main le risque de départ, mais on a quand même des travaux scientifiques, on a un historique avec l'ISF, qui présentait quand même certains échappatoires, mais qui n'étaient pas... les gens, en tous les cas, ne quittaient pas la France à cause de l'ISF. Il y avait, on l'a dit à plusieurs reprises ici, très peu de personnes, plus de 99% payaient leur ISF sans rien dire. Donc, rien ne prouvait que les gens allaient partir. Et même s'ils partaient, on pouvait mettre en place des mécanismes pour leur faire payer l'impôt un certain nombre d'années. Enfin, tout était envisageable et tout avait été plus ou moins prévu déjà par Zuckman et par d'autres pour empêcher qu'il y ait une fuite. Mais il est vrai que le rendement de cette taxe reposait sur très peu de familles en réalité, très peu de familles qui ont énormément d'argent et qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où on peut, c'est inscrit dans les traités de la zone euro, de l'Union européenne, on peut facilement se déplacer dans l'Europe, aller par exemple à Milan où il y a des baisses de fiscalité énormes ou aller en Irlande. Mais si on mettait des garde-fous à ça, comme c'était prévu, il y avait peu de chances que les gens arrivent à partir ou s'ils partent, ils auraient dû continuer à payer un impôt. Donc, ce n'était pas un danger qu'on pouvait mettre en avant comme ça pour refuser la taxe Zuckman. Beaucoup d'autres mesures ont été votées, celles-ci, au sein de l'hémicycle la semaine dernière. Et les macronistes martèlent que la gauche, que les insoumis et le RN ont voté main dans la main pour alourdir la fiscalité sur les entreprises. Tout d'abord, les députés ont approuvé mardi 28 octobre un amendement LFI dont l'objectif est de taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réellement réalisée en France, avec les voix donc, des groupes de gauche, du RN, contre l'avis du gouvernement. Et pour le ministre de l'économie, Roland Lescure,
rescure, ce serait 20 milliards d'ennuis en plus pour la France, qui est signataire de conventions fiscales avec 125 pays, avec le risque que les entreprises concernées engagent des procédures devant les tribunaux, arguant une double taxation. Le ministre a par ailleurs rappelé les travaux en cours entre les pays de l'OCDE pour introduire une taxation minimale de 15% sur les multinationales, qui va commencer à payer dès l'année prochaine et rapporter 500 millions d'euros, je le cite, c'est ce que rapporte LCP. Il y a d'autres amendements aussi qui ont été adoptés contre l'avis du gouvernement, ceux ciblant les multinationales, les rachats d'actions ou encore les superdividendes, et des votes qui ont poussé Léa Salamé à demander à Jordan Bardella sur France 2 la semaine dernière pourquoi voter avec LFI contre les entreprises. Et c'est le patron du RN lui-même qui a dû rappeler que son parti est bien du côté du patronat. Thomas, comment tu analyses tous ces votes-là, toi ? Alors déjà, pourquoi la taxe Zuckman a eu beaucoup de succès et pourquoi les gens veulent aujourd'hui que les multinationales payent des impôts là où elles font de l'activité ? Parce qu'il est possible aujourd'hui, on l'a vu, par de l'optimisation fiscale interne, c'est-à-dire le fait de créer des holdings et le fait finalement de posséder moins de choses et de baisser son impôt sur le revenu tout en utilisant finalement des biens qui sont à une entreprise qui nous appartient, des biens professionnels qui nous appartiennent, on pouvait drastiquement baisser la fiscalité de manière légale. Donc il y a une optimisation fiscale qui existe en interne, mais aussi une optimisation fiscale qui existe à l'extérieur de nos frontières avec l'Union européenne, mais même ailleurs, où on peut, par exemple des prix de transfert, être une entreprise, exercer une activité, mais transférer finalement cette activité dans les endroits où la fiscalité est plus avantageuse, en Irlande, au Luxembourg, en Belgique ou dans d'autres pays. Et ça, c'est parfaitement condamnable. On a eu des cas, mais vraiment scandaleux. Par exemple, un rapport du Sénat a révélé que McKinsey, qui faisait énormément de conseils, notamment pour le gouvernement, n'avait pas payé pendant une dizaine d'années d'impôts sur les sociétés en France, alors qu'il y avait une activité réelle. Donc vous avez plein d'entreprises comme ça qui Total aussi. Oui, en toute légalité, grâce à de l'optimisation fiscale et des prix de transfert, ne pas payer d'impôts. Et ça, les gens ne peuvent plus l'entendre, ne veulent plus l'entendre. Et c'est pour ça que la taxe Zuckman a eu du succès. Et c'est pour ça qu'aussi cet impôt universel, défendu par LFI et par le RN, qui est très inspiré de l'impôt d'attaque, qui est plutôt une bonne chose. Moi, je me contrefous des débats politiques, mais il va falloir à un moment que l'impôt soit payé là où on fait de l'activité. On ne peut pas se permettre de vendre des téléphones à toute l'Europe, comme ça a été le cas d'iPhone, et de payer 0,005% en Irlande. C'est pas possible. Donc, il va falloir un peu mettre de l'ordre là-dessus. Et donc, cet impôt universel est une bonne chose. Donc, vraiment, je pense que là, on arrive au maximum de ce que les gens tolèrent. Les gens sont conscients de ce qui se passe. Il y a eu tout un tas d'affaires, les Panama Papers et d'autres, des leaks, qui ont montré que des grandes entreprises arrivaient à échapper à l'impôt. Les gens n'en peuvent plus. Donc il va falloir à un moment aller regarder ce qui s'y passe dans les grandes entreprises, c'est les très riches, et faire en sorte que ils payent leur impôt, parce que normalement on doit payer un impôt proportionnel en fonction de ses richesses. Et c'est comme ça que ça devrait être. Et oui, et pour l'instant c'est pas le cas. On rappelle que les infimes plus riches paient moins d'impôts en proportion que les ménages classe moyenne, etc. Est-ce que tu partages la thèse des macronistes qui pointent une alliance entre la gauche et le RN sur la taxation, alors que nous n'arrête pas de dire ici que le RN n'a pas du tout le même programme que le NFP? Le but du RN, et c'est pour ça que le RN n'aurait jamais censuré le gouvernement sur cette question de la taxe Zuckman, parce que le RN est dans une opération séduction avec le patronat. Surtout Bardella, on l'a vu. Donc il y a une volonté vraiment aujourd'hui de faire l'alliance, et cette alliance a été vue à peu près partout, et nous l'avons souvent dit ici, entre les idées d'extrême droite traditionnelle contre l'immigration et le patronat, une vision plutôt libérale de baisse d'impôts, etc. Et en fait, Jordan Bardella est en train de réaliser la énième mutation économique du RN, en l'amenant vraiment, en voulant rassurer très, très clairement le patronat. C'est ça son objectif. Maintenant, il faut quand même rappeler aux gens que tout ce qui se passe en ce moment est une forme de pièce de théâtre. C'est-à-dire que tout ça peut être annulé par le Sénat. Parce qu'en fait, tous les amendements qui sont faits là, ils vont passer après au Sénat, qui est majoritairement à droite, même si la taxe Zuckman avait été votée. C'est majoritairement à droite. Le Sénat peut les détricoter. Après, il peut y avoir un problème de temps et on peut passer tout par ordonnance. Et si on passe par ordonnance, c'est le texte initial de M. Lecornu. Alors, il y a quand même la suspension de la réforme des retraites qui a été rajoutée, mais c'est le texte initial qui passera. Donc, tout ce qui est dit là, on va le commenter ici parce que c'est intéressant de le commenter, mais il est possible que tout ça soit balancé et qu'on revienne à un texte initial. Les votes, ça permet quand même une certaine clarification des programmes. Exactement. Mais il y a aussi une volonté stratégique. Par exemple, le RN qui dit oui, mais nous, on vote la taxe sur les dividendes, ça montre qu'on est du côté des petits gens, etc., mais qui refusent la taxe Zuckman. Est-ce qu'ils n'essayent pas de faire en même temps, de draguer le patronat et de dire aux classes pop et moyennes, on est quand même de votre côté. Par exemple,
parce que ça c'est moins su, mais le RN fustige les impôts de production par exemple, ou l'imposition sur les biens professionnels, et ça c'est clairement du programme macroniste. Oui, même baisse d'impôts sur les revenus sur les moins de 30 ans. Je crois qu'il y avait des exonérations sur les impôts sur les sociétés des moins de 30 ans, ce qui est vraiment un programme typiquement de la Startup Nation. C'est un peu le cas partout. Quand vous avez des gens comme Trump, Milei, qui sont d'extrême droite avec des programmes très, 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 très libéraux, aujourd'hui, voilà, l'extrême droite fait sa énième mutation. Elle revient plutôt même à sa source, ce qui a été sous Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire un programme libéral. Mais aujourd'hui, il y a une telle partie de la population qui veut qu'il y ait une justice fiscale, qui sont quand même obligés de garder leur retour une forme de retour de l'ISF, c'est-à-dire qu'on exonérerait tous les biens immobiliers. Donc voilà, et après on irait que sur les revenus financiers avec un échappatoire sur les moyennes entreprises. Donc ce serait un impôt qui dirait voilà, on veut quand même s'attaquer à cette question-là, mais le rendement de l'impôt serait probablement plus faible et on laisse une possibilité pour les gens d'éviter cet impôt-là. Ouais, chacun a sa vitrine en fait. Le RN dit non, on n'est pas du côté, vous inquiétez pas, on a fait l'impôt sur les dividendes, puis les macronistes ils ont aussi leur vitrine, on va en reparler. Oui, tout à fait. Mais entre-temps, les macronistes, les républicains et le RN ont voté pour l'accélération de la suppression de la CVAE. Alors c'est un impôt local calculé sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise qui génère un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 500 000 euros. Et le ministre de l'économie, Laurent Lescure, a avancé que la France est dans le top 2 des impôts de production en Europe. Qu'est-ce que tu en penses là sur la suppression de la CVAE où on voit pour le coup les macronistes et l'extrême droite ensemble pour la supprimer? Les impôts de production, en fait, il faut bien comprendre qu'on a aussi énormément de subventions à la production chez nous. Donc il faut toujours faire le différentiel entre les deux. Hein. Et quand on fait le différentiel, on est légèrement au-dessus. On n'est plus dans mais pas dans le top, quoi. On n'est pas dans quelque chose d'hallucinant quand on compare avec l'Allemagne, parce qu'on a ces subventions-là qui compensent. Mais surtout, déjà, ce n'était pas dans le programme originel de départ de Macron. Et puis après, on a vu l'impact que ça a eu, les baisses d'impôts. C'est-à-dire que là, encore une fois, on fait un nouveau pari. Que cette baisse d'impôt de production va relancer la production et donc on va avoir des rentrées de la croissance et des rentrées budgétaires et réduire les déficits. Tout ce qui a été fait avant, on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Donc on ne comprend pas pourquoi ils continuent, alors qu'ils nous rappellent constamment que le budget, c'est important, qu'il faut réduire les déficits. Pourquoi on continue à faire des baisses d'impôts, comme si les entreprises n'en avaient pas eu suffisamment? C'est problématique. Après, il faut vraiment avoir en tête, dans la fiscalité, que chaque fois que nous avons augmenté la fiscalité, quand il y a eu la création de l'impôt sur les revenus, les gens ont dit « il ne faut pas taxer l'activité ». Quand il y a eu la création de l'impôt sur les sociétés, les gens ont dit « il ne faut pas taxer l'activité, c'est horrible, il faut laisser faire les entreprises ». Et donc là, c'était la même chose avec la taxe Zuckman et c'est la même chose avec les impôts de production. C'est-à-dire que les gens ils disent « c'est ridicule parce que ça taxe la production ». Mais oui, mais non, les impôts sont là pour financer la dépense publique et pour financer des services publics et des prestations sociales. Voilà, c'est tout. On assume qu'un impôt est toujours sur l'activité, il ne peut pas être sur autre chose. Hein. Mais c'est pas comme si une entreprise ou un patron ne recevait pas aussi de la France, quoi. Oui, il reçoit de la France, des infrastructures françaises, etc. Des travailleurs. Et puis des travailleurs, et puis dès qu'il y a un problème, une grosse partie des entreprises se retournent vers l'État. Donc non, ça fait partie du contrat social en France, quoi. Puis on rappelle qu'on est quand même les champions des subventions publiques aux entreprises privées, surtout les grosses entreprises. Parce que... et que surtout, c'est pas parce que vous avez des prélèvements obligatoires élevés que vous n'avez pas d'activité et de croissance. Ça, c'est faux. Il y a des pays qui ont des prélèvements faibles et qui n'ont pas d'activité, d'autres qui ont des prélèvements plus élevés et qui ont de l'activité. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites entre un certain nombre de pays, Suède, Japon. Suède avait des prélèvements obligatoires plus élevés et des meilleurs résultats économiques que le Japon. Et après, rappelons toujours que moins d'impôts, ça ne veut pas dire que vous ne payez rien. Ça veut dire que ce que l'impôt vous prélève, vous allez le payer ailleurs. Donc vous allez payer en assurance privée, en dépenses privées, etc. Donc partout, chez nous, nous avons un taux d'assurance privée qui est extrêmement faible par rapport aux autres pays. Partout, les prélèvements obligatoires sont faibles, les assurances privées augmentent, et les assurances privées, elles sont souvent plus chères, parce que vous avez une troisième partie prenante à rémunérer, qui sont les actionnaires. Oui, voilà. Et puis, rappelons aussi que nous, en France, on a quand même un record de nos grandes entreprises qui multiplient les bénéfices, qui les explosent, etc., surtout en temps de crise, pendant que les salaires n'augmentent pas et l'inflation avait explosé. Ça va mieux, mais voilà, il faut quand même le rappeler. Le gouvernement défend tout de même avoir fait un effort sur la fiscalité, hein, en même temps, toujours le principe de vitrine. L'Assemblée nationale a adopté lundi dernier, 27 octobre, la prolongation de
la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en 2026. Elle prévoit un taux de 5% pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros, contre 20,6% en 2025, et un taux de 35,3% pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards d'euros, contre 41,2% en 2025. Est-ce que ça va avoir un impact significatif ou c'est un écran de fumée ? En fait, ça devait s'arrêter. Donc là, il continue cette contribution en la diminuant. Mais en même temps, comme on l'a dit précédemment, il retire les impôts de production. En fait, le but, c'était toujours de faire contribuer le moins possible, finalement, les grandes entreprises. On les fait contribuer les moins possible, mais il faut quand même avoir des totems. Donc là, on évacue un peu toutes les taxations sur les hauts revenus, notamment la taxe Zuckman. Mais on a toujours ce prolongement de ça qui peut être montré comme un totem et qui peut permettre à certains partis, par exemple le Parti socialiste, de dire bon, écoutez, c'est pas mal, il y a quelque chose. Mais c'est exceptionnel et temporaire. On continue. C'est exceptionnel et temporaire. Et de manière générale, quand on regarde l'ensemble du budget, on préserve quand même la politique de l'offre. Ce qui faisait très peur aux gens, c'était la taxe Zuckman. Et pourtant, elle n'allait pas tout résoudre. Elle était juste une taxe qui permettait de redonner un peu de justice fiscale. Mais grosso modo, le but de ce budget, c'est quand même de préserver en grosse partie la politique de l'offre qui a été mise en place par Macron en 2017. Et puis la taxe Zuckman, son taux d'imposition est inférieur à l'enrichissement des plus riches, des infimes plus riches. Donc en fait, les infimes plus riches, ce ne seraient pas appauvris, mais ils se seraient juste enrichis un petit peu moins Exactement. vite. Exactement, tout à fait. Autre écran de fumée, la taxe sur les holdings avancée par Le Cornu comme compromis dans son texte initial, on en avait parlé. Mais cette taxe est truffée d'exonérations et un amendement porté par les Républicains voté vendredi est venu encore réduire l'assiette de la taxe aux seuls actifs qui ne peuvent manifestement pas être affectés à une activité économique réelle, mais qui sont détenus au sein de la holding dans un seul but fiscal. L'objectif étant de ne pas toucher à la trésorerie, je cite, qui joue un rôle central dans la définition de la stratégie des PME et des ETI familiales. Voilà, donc là c'est là où on avance l'argument des PME pour dire ne taxez pas les holdings. Est-ce que tu peux un peu nous décrypter ce charabia ? Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, comme la taxe, je pense le cheminement politique était ça. Comme la taxe Zuckman a eu beaucoup de succès et qu'elle ciblait principalement les holdings et que les gens se sont rendus compte que la frontière entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel était de plus en plus floue et qu'en fait des gens disaient on n'a quasiment rien, mais en fait ils ont tout qui leur appartient indirectement. Donc le Cornu s'est dit il faut absolument que je sorte un truc sur les holdings. Donc il a sorti la taxe de 2%, mais cette taxe exclut les actions, l'immobilier de bureau, les investissements dans les entreprises innovantes, donc elle exclut quasiment tout. La totalité, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Donc on voit bien en fait que le gouvernement a très bien compris, le gouvernement, même l'ensemble des partis, a très bien compris qu'il y avait un problème de justice fiscale. Il a très bien compris que l'ensemble des Français, à 8 Français sur 10, veulent qu'on aille voir ce qui se passe sur ces grandes multinationales et ces gens très riches. Mais que c'est ça qui est assez marrant, alors que les électeurs veulent ça, mais que la réponse politique qui est donnée, c'est une réponse qui est faite toujours pour permettre aux riches d'échapper finalement à l'impôt d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a vraiment la question de la capture du régulateur, donc du politique par les très riches, et du fait aussi de se poser la question de savoir qui sert les politiques. Est-ce qu'ils servent l'ensemble des Français, qui sont quand même majoritairement pour ça, ou est-ce qu'ils servent finalement une minorité qui, elle, dit qu'elle veut la taxation, mais elle veut toujours une possibilité aussi pour l'éviter. C'est que le gouvernement avance toujours l'argument de oui, mais si on taxe de l'investissement ou des actifs, etc., ça va empêcher les entreprises d'embaucher, d'investir, mais c'est pas comme si elles le faisaient en ce moment. Voilà, et puis on a ce refrain depuis des années. Ça marche pas. En fait, ce qu'elles veulent, les entreprises, c'est le carnet de commandes. C'est-à-dire qu'il y ait de la consommation, que l'économie reparte. C'est pas qu'une question de fiscalité, c'est une question de dynamique globale. Et là, la baisse, en fait, Macron, dans sa politique de réindustrialisation et de dynamitage, de redynamiser l'économie, il n'a pensé qu'au cadre fiscal et au cadre réglementaire sur le travail. Il s'est dit, voilà, si je flexibilise le marché du travail, si je baisse la fiscalité, tout va repartir. Sauf que là, ça a été appliqué. Ça a été appliqué depuis 2017. Pourquoi on n'en tire pas les conclusions ? Ça n'a pas eu les effets escomptés. Ça a augmenté les dividendes et enrichi les actionnaires. Ça a creusé les déficits et ça n'a pas permis de réindustrialiser la France. Donc ça l'a certes rendu parfois un peu plus attractive, mais globalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça n'a pas réindustrialisé la France. Et il y a des gens qui ont touché des aides de l'État français
pour acheter des choses qu'ils ont placées dans des usines à l'étranger. Et c'est pas acceptable, ça. Alors, autre aspect, le PS, lui, a revendiqué avoir rétabli l'ISF, l'impôt sur la fortune. Je vous explique. Les députés ont voté un amendement visant à transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive proposé par les démocrates. Et en fait, ça permet d'ajouter les biens dits improductifs. Le PS a bataillé pour ne pas relever le seuil et le maintenir à 1,3 million d'euros. Ils ont aussi voté pour exonérer la résidence principale jusqu'à 1 million d'euros. LFI n'a pas voté en faveur de cette taxe car pour les insoumis, ce n'est pas l'ISF mais l'impôt sur la fortune financière. Et cet impôt sur la fortune financière, c'est la mesure qui est portée par le RN depuis longtemps et qui exclut notamment les résidences principales ou les biens professionnels, comme d'habitude. Thomas, comment tu analyses un peu ce débat-là ? Mais déjà, l'ISF traditionnel exonérait de 30% la résidence principale. Là, si vous enlevez la résidence principale et que vous le remplacez par... alors, ils ont dit qu'ils allaient mettre les assurances vie, des choses comme ça, mais rien n'assure en fait que le rendement de cet impôt soit très élevé. En fait, on est sur un ISF aussi qui est très light. C'est encore du bricolage, quoi. C'est encore du bricolage. Avant, l'ISF était progressif. Il fallait vraiment avoir une fortune assez élevée pour commencer à payer des sommes considérables. Là, on retire la résidence principale. Non. Là, en plus, il y a 2 échappatoires en plus. Hein. Il y a, je crois qu'il y a effectivement les biens professionnels, comme tu l'as dit. De l'impôt sur la fortune financière, oui. Voilà, donc on revient finalement au travers que connaissait déjà l'ISF. C'est-à-dire qu'on est un gros actionnaire mais qu'on n'a pas de revenus, en fait on n'est pas taxé. Exactement, donc on revient au travers qui avait déjà été mis en avant souvent par la famille Bettencourt de L'Oréal pour éviter de payer l'ISF. Et d'ailleurs il y a des années où ils n'ont pas payé l'ISF alors que c'était la première fortune mondiale. Et en plus, là on ne taxe pas la résidence principale, donc le rendement de cet impôt va diminuer. Et donc là on s'interroge aussi de pourquoi le PS à revendiquer ça comme une victoire. C'est qu'encore une fois, la question du politique, elle n'est pas que d'avoir des victoires. Alors, ils peuvent se dire, oui, on ne veut pas avoir une victoire complète, etc. Mais on ne peut pas enlever de cette équation-là le fait que maintenant qu'ils ont choisi de ne pas censurer le gouvernement, il faut qu'ils aient des victoires, même si c'est des victoires qui ne valent pas grand-chose, parce qu'au fond d'eux, pour d'autres raisons purement politiques, ils ne veulent pas retourner en circonscription ou ils ne veulent pas faire de vagues avant les élections municipales. Bref, il y a de la stratégie purement politique, mais ce n'est pas de la stratégie qui concerne directement les électeurs. Un sujet dont on parle assez peu, tant c'est impopulaire et pourtant de niche, c'est la taxation sur l'héritage. Pour rappel, en France, la fortune héritée représente 60% du patrimoine total contre 35% au début des années 1970 selon le Conseil d'analyse économique. Les 50% les plus pauvres détiennent moins de 5% de l'ensemble du patrimoine, tandis que les 10% les plus riches possèdent près de 80% des actifs financiers et professionnels, un niveau comparable à celui du 19e siècle. C'est ce qu'a révélé Marie Charelle dans Le Monde. Thomas, est-ce que c'est important de porter ce débat ? Parce qu'il est vraiment impopulaire alors qu'en fait, il concerne très peu de gens. Voilà, il est très impopulaire parce que, comme tu l'as dit, 85% des gens ne payent pas d'impôts sur les successions, qu'il y a un certain nombre d'exemptions qui ont été mises en place avec l'assurance vie, les donations, etc. Donc, 80% des gens devraient le soutenir, cet impôt sur les successions. Mais dans l'imaginaire, c'est très difficile à passer parce que la plupart des gens sont contre. En fait, c'est la règle dont j'ai parlé déjà une fois, c'est les 3,80. C'est 80% des gens ne payent pas d'impôts, 80% des gens sont contre et 80% des économistes sont pour. Donc là, on pourrait rejoindre même des économistes pro-Macron qui étaient pour taxer l'impôt sur les successions. Mais c'est très difficile à faire passer dans la tête des gens. Ils ont toujours l'impression que c'est eux qui vont finir par payer cet impôt. Alors qu'on pourrait même relever le seuil de départ qui est à 100 000 pour faire en sorte que quelqu'un qui a un appartement, qui arrive à 300 400 000 euros, ne le paye pas. Alors déjà, il peut se débrouiller pour ne pas le payer. Mais on pourrait le relever et à la fin, augmenter la progressivité sur les très, 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 très hauts revenus. Qui concentre tout. Qui concentre tout et qui crée une société où finalement, ce patrimoine rapporte plus d'argent que l'économie réelle. Parce qu'il augmente beaucoup plus vite dans les placements financiers ou dans l'immobilier que l'économie réelle qui augmente à 0,9, 0,8% par an. Donc si vous héritez de ce patrimoine, vous êtes incité à ne pas travailler. En réalité, si vous placez juste le patrimoine, que vous ne touchez pas, vous allez être plus riche que si vous travaillez. Donc on a une classe vraiment de rentiers qui hérite et qui va faire un faux travail, un travail social, je sais pas moi, peut-être il va se dire je vais faire de la comédie, si ça y est pas drôle, c'est pas grave, mais socialement je peux dire je suis comédien, voilà, un travail ou monter un petit café pour rigoler, voilà. Mais socialement le travail ne compte pas, ce qui compte c'est le patrimoine qui s'auto-valorise. Et de l'autre côté, vous avez une grosse partie de la population, la majorité, qui elle travaille comme des fous, mais ne peut pas avoir accès à la propriété privée parce qu'ils n'héritent de rien et tout. Donc on est dans une société complètement duale qui ressemble très fortement à l'ancien régime.
Et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'ils ne le perçoivent pas, ça. Parfois, quand vous vivez à Paris, vous le percevez plus facilement. Vous voyez que des bâtiments entiers appartiennent à une seule personne. Ça arrive souvent à Paris. Un bâtiment entier qui appartient à une seule personne, vous faites des loyers, vous gagnez 20 000 euros par mois juste en louant les loyers, tout en ne touchant pas votre patrimoine. C'est impressionnant. Donc les gens ne perçoivent pas ça parfois dans leur vie de tous les jours parce qu'ils ne vivent pas peut-être à proximité de ces inégalités. Quand vous vivez à proximité de ces inégalités, vous les percevez très fortement. Parce que vous visitez un appartement, le moindre studio à Paris, il y a 400 personnes qui le visitent, vous ne l'avez pas, c'est quand même... Donc non, il y a une société qui est de plus en plus duale, donc cette question-là, elle doit être posée. Si on est dans une société, comme certains l'appellent, y compris à droite, dite libérale, on peut pas, on doit à un moment, c'est le marché qui doit décider de qui est le meilleur. On peut être dans une société de rentiers. Et or là, avec ça, on est dans une société de rentiers. Très clairement. Oui, je rappelle les chiffres parce que je pense qu'ils sont importants à entendre. C'est 10%, les 10% les plus riches, possèdent 80% des actifs financiers et professionnels. Il y a l'économiste Stéphanie Laguerrodi aussi qui a observé dans une tribune pour Le Monde que les débats sur la transmission du patrimoine sont directement liés au fait que les gouvernements n'ont pas mené de politique pour lutter contre les inégalités de revenus. Bien sûr. Je le rappelle. Elle a entièrement raison. C'est-à-dire que il faut avoir ça dans la tête. Il faut que les gens aient ça dans la tête. La taxation corrige les inégalités. Alors, on ne parle que de ça aujourd'hui. Mais on peut, en amont, avoir des politiques qui empêchent les inégalités d'apparaître. Ça c'est important. On ne peut pas toujours dire on va mettre une taxe, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir des politiques, par exemple d'égalité des salaires, d'augmentation des salaires, de différentiel de salaire entre le PDG et le salaire moyen. C'est important d'avoir ça en amont. La fiscalité, elle corrige, mais plus il y aura des inégalités, plus elle sera difficile à mettre en place, la fiscalité, parce que les gens s'y opposent, ceux qui en profitent. Ils sont peu nombreux, mais ils ont des moyens financiers. Ils s'y opposent fortement. Donc il faut qu'en amont, cette inégalité n'existe pas. Et elle a raison de dire ça. L'examen du volet recettes du PLF du projet de loi de finances prend fin donc ce mardi 4 novembre. Initialement, le vote solennel sur cette première partie du budget était ce jour-là. Mais faute d'en avoir terminé l'examen, les députés ne pourront pas se prononcer sur le texte cette semaine. Et LCP précise que, compte tenu du calendrier des discussions budgétaires, les députés devront commencer dès ce mardi l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Après le budget de la Sécu, les députés pourront reprendre leur débat puis voter sur la partie recettes du projet de loi de finances. Thomas, à ce stade, c'est quoi ton regard sur le fond des débats ? Il commence à y avoir beaucoup d'inquiétudes sur ça n'ira pas au bout, il faut censurer parce qu'on va reprendre le texte initial, mais même sur tous les petits amendements, etc. Je pense que... Alors là, on va faire un peu de stratégie politique. Comme dans tout ça, il y a de la stratégie politique. Là, il y a eu des discussions, effectivement, et tu as eu raison de le rappeler. C'est très bien de voir en fait les positionnements de chacun pour voir quels sont les marqueurs réels. C'est vrai que là, Bardella qui vote cet impôt, tu dis non, mais moi, le patronat, voilà, on a une position. Le PS qui est content d'avoir un petit ISF, on sait la position qu'il a. Donc, c'est important de suivre ces débats-là pour ça. Mais il y a un côté, comme j'ai dit, grande pièce de théâtre, parce que tout ça peut être une stratégie du gouvernement pour que ça passe au Sénat, que les amendements soient démantelés, et puis qu'après, il n'y ait plus le temps et qu'on passe tout ça par ordonnance et qu'on passe le texte initial. Et moi, je pense que ce scénario est de plus en plus crédible. Parce que, bon, voilà, les gens, ça prend du temps et c'est un peu fait exprès que ces débats soient là. Et les débats sont très bien menés. Pour le coup, là, la stratégie de Lecornu fonctionne. Puisqu'il dit toujours, je vais revenir, on va faire des débats. Et les gens marchent. Une grosse partie des partis marchent. Donc, il y a de fortes chances qu'on revienne au texte initial. Il a quand même rajouté la suspension par lettre rectificative suite aux propos d'Emmanuel Macron. On s'en souvient des propos. Contre des économies. Voilà. Mais le texte final est un texte quand même d'économie, on l'a dit. Gel des prestations et des retraites. Tout à fait. Et donc, qui paiera la suspension ? Ce sera les retraités eux-mêmes, avec le gel des prestations. Et même, ils paieront plus. Donc, le but, voilà, si on se dit qui va payer cette suspension, c'est les retraités eux-mêmes. Et c'est ceux qui touchent des prestations, et c'est l'assurance maladie en partie. On va suivre de toute façon le budget de la Sécu aussi qui arrive, où il y aura pas mal de trucs à déconstruire, parce que le budget comme ça paraît hyper barbant, même au sein des journalistes, on parle de budget, on est en mode le budget c'est relou, mais en fait c'est vraiment le nerf de la guerre après, de ce qui attend concrètement les Français, donc voilà, nous on s'y attellera évidemment ici. Merci Thomas. Merci Lisa. Et merci à vous chez vous d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média est en pleine riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants, et cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous. Signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.